Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première. J'ai besoin de repères. Les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un numéro où nous allons parler de l'action de la police. Les circonstances de la mort du jeune Fabian, 11 ans, poursuivi et percuté par un véhicule de police alors qu'il roulait en trottinette électrique dans un parc, ont aggravé encore le climat de méfiance entre la police et de nombreux jeunes. Faut-il pour autant voir dans ce drame la manifestation de problèmes systémiques de violence au sein de la police ? C'est ce que nous allons tenter d'explorer dans cette émission, en revenant tout d'abord sur les circonstances précises de la mort de Fabian. Les clés. Les faits se sont déroulés le 2 juin dernier, peu avant 18h, dans le parc Elisabeth, à Gansoren, en région bruxelloise. Les témoignages recueillis par nos collègues Paul Loncin et Chloé Hanon permettent de reconstituer le déroulement du drame. C'est vers 17h40 qu'une voiture de police de la zone Bruxelles-Ouest veut contrôler le jeune Fabian, âgé de 11 ans, qui roule sur une trottinette électrique dans une allée du parc. Selon l'un de ses demi-frères qui était avec lui, le garçon prend peur et tente d'échapper au contrôle. Toujours sur sa trottinette, il quitte alors l'allée du parc pour monter sur une pelouse, mais la voiture de police continue de le suivre. L'une des témoins présentes sur place raconte ce qu'elle a vu. J'étais ici avec une amie, je promenais mon chien et on discutait et tout à coup j'ai vu une voiture de police qui arrivait vraiment à vive allure sur une des pelouses du parc. Je dis à mon ami, t'as vu à quelle allure il va ? Enfin, j'étais vraiment choqué par la vitesse. Et le temps de lui dire ça, je me suis retourné pour regarder où allait la voiture. J'ai vu une trottinette ou un vélo. À ce moment-là, maintenant je sais que c'est une trottinette. À ce moment-là, je vois juste quelque chose en deux roues qui arrive et je dis mon Dieu, il va le choper. Et à l'instant d'après, il y a l'impact. Et le procès verbal, dressé ce soir-là par la police, donne des précisions techniques qui confirment l'ampleur du choc. Le pare-choc avant de la voiture est enfoncé, un phare cassé. La trottinette est tordue et n'est plus en état de rouler, dit le rapport. Selon un autre témoin cité dans le même procès verbal, la voiture n'aurait pas freiné et aurait roulé sur le jeune garçon. Le véhicule de police a percuté la trottinette et a roulé sur le conducteur, d'abord avec les roues avant, puis avec les roues arrière. Toujours selon ce témoin, le véhicule ne se serait arrêté qu'après quelques mètres seulement. Et d'autres témoins racontent encore la suite de la scène. Les deux policiers sortent du véhicule et le conducteur court auprès de l'enfant, grièvement blessé. Ils ont commencé à crier « reste avec moi, reste avec moi ». Ils ont crié, ils ont essayé de le toucher pour voir s'il était encore vivant au niveau de la nuque, etc. Et puis la police, je pense a été choquée de voir autant de sang, même sur ses mains, il avait du sang. La personne qui raconte la scène ici est malentendante et c'est une interprète qui nous traduit ses propos en langage des signes. Moi, je dirais que 20 minutes après, 19 minutes après, ils sont arrivés les ambulances, vraiment, après tout ce qui s'est passé. Et puis, ils ont essayé un massage cardiaque, de ce que j'ai vu, et puis ils ont essayé. Et ça a pris du temps, puis après, ils sont partis, ils l'ont emmené, ils sont partis. En réalité, les ambulances arriveront sur place moins d'un quart d'heure après le drame, mais les secouristes ne pourront pas faire grand-chose. Fabian décédera à l'hôpital quelques heures plus tard. Sa mort va déclencher une vague d'émotions intenses ainsi que de nombreuses questions sur l'action de la police. Sur la disproportion des moyens utilisés face à un mineur qui roule en trottinette, sur la peur aussi que semble inspirer la police auprès de nombreux jeunes aujourd'hui. Le délégué général aux droits de l'enfant, Soleiman Lagdim, disait notamment ceci sur notre antenne suite à la mort de Fabian. Je suis particulièrement inquiet parce qu'on assiste à une longue série. Il y a eu le décès du jeune Mehdi, il y a eu le décès de Wassim et Sabrina, il y a eu le décès de Ibrahima, il y a eu le décès de Maouda, il y a eu le décès de Adil, etc. etc. Et j'oublie certainement toute une série de noms. Et cumulé à ça,
Dans le cadre de mes fonctions, vous savez, en tant que délégué général, je suis beaucoup sur le terrain. J'entends énormément de témoignages de jeunes enfants qui subissent des violences policières. Quand j'entends des parents qui disent à leurs enfants à Bruxelles, faites gaffe, les policiers, il faut vous en méfier, je trouve que la situation est grave et que la confiance risque d'être rompue entre les jeunes et cette institution. Pourtant, pour le ministre fédéral de l'Intérieur, le MR Bernard Quintin, il ne faut pas voir là un phénomène général, mais plutôt l'addition de problèmes isolés. Il n'y a pas de violence policière. Il peut y avoir des violences commises par des policiers, que ce soit volontairement ou involontairement. Parler de violence policière, ça je m'inscris en faux. Ça voudrait dire qu'il y a un effet systémique au sein de la police où il y aurait une espèce de violence collective. Ça n'est pas le cas. Mais il y a des cas de violence policière. Mais il y a des cas de violence, et comme je le dis, il y a des cas de violence qui peuvent être volontaires ou involontaires. Il y a des homicides volontaires et des homicides involontaires en droit pénal. Ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas juriste, je suis historien. Mais on sait bien qu'il y a ces distinctions. Donc, il faut faire attention avec les mots qu'on utilise. Parler de violence policière, ça voudrait dire qu'il y a une espèce de systémisme dans la police avec des violences contre les citoyens. Ça n'est absolument pas le cas. Voilà, Bernard Quintin, interrogé dans Matin Première par Thomas Gadisseux. Bonjour Pierre-Arnaud Perouty. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Ligue des droits humains et vous vous intéressez depuis longtemps à cet enjeu de l'action de la police et de violences policières que vous dénoncez d'ailleurs en ces termes. Est-ce que vous estimez tout d'abord qu'il y a lieu de relier ce qui s'est passé spécifiquement avec le jeune Fabian et l'enjeu des violences policières que vous monitorez et dénoncez vous depuis plusieurs années ? Oui, bien sûr, parce qu'on peut difficilement contester qu'il s'agit d'une violence, puisqu'on parle de la mort d'un enfant, et comme vous l'avez dit dans le sujet juste avant, ça s'inscrit dans une longue série de drames et de décès. Et je voudrais rappeler aussi que là, on parle des décès dus à des courses-poursuites, mais ce ne sont pas les seuls cas. Il y a aussi des décès dans les cellules. Il y en a eu un certain nombre de cas, notamment à Bruxelles, où 3 personnes sont décédées dans la même cellule en l'espace de moins de 2 ans. Donc, entendre le ministre aujourd'hui dire qu'il faut prendre chaque cas isolément et surtout pas les relier, en fait, il dépolitise complètement la question et il voudrait nous faire croire que c'est simplement une addition malencontreuse de personnes qui n'ont peut-être pas suivi les règles ou se seraient mal comportées, qui ont abouti à ces cas tragiques, mais sans du tout prendre en compte ce qui a permis ces comportements et surtout comment on les traite. Et qu'est-ce qui permet ça ? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y aurait quelque part une sorte de fil conducteur, voire un système ? Parce que, la police, ce sont effectivement des dizaines de milliers de policiers, et il peut y avoir des cas où des personnes soit s'abstraient des règlements ou des règles d'intervention, ou bien pour des raisons X ou Y, ont des comportements qui sont inappropriés, voire trop violents. Qu'est-ce qui, selon vous, vous permettrait de dire que non, il y a quelque chose de plus profond que cela qui est de l'ordre d'une forme de système au sein de la police ? D'abord, rappeler ce qu'on dit souvent, c'est que évidemment tous les policiers ne sont pas violents, évidemment tous les policiers ne sont pas racistes, et que par ailleurs ils font un travail qui est compliqué, on peut le reconnaître. Mais ceci étant dit, quand on parle de problèmes systémiques, c'est parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui font que le problème ne change pas fondamentalement. Il y a d'abord tout ce qui tient du cadre. Souvent dans ce genre d'affaires, on nous dit oui, mais le cadre n'était pas suffisant, là les courses-poursuites ne sont pas suffisamment encadrées, ou bien les formations n'étaient peut-être pas suffisantes. Voilà, si on parle de système, la responsabilité de la police pour que ce genre de cas n'arrive pas, c'est de mettre en place un cadre. Alors ça, c'est pas le rôle de la police, c'est le rôle politique justement du gouvernement ou des autorités de le mettre. Faire des formations, mais en même temps, on y reviendra peut-être, les formations ne peuvent pas devenir un joker qu'on brandit à toute occasion, mais évidemment, qui peut être contre les formations ? Faire en sorte, en fait, qu'il y ait non seulement un cadre, mais aussi l'assurance que l'autorité policière traite du problème et prennent le problème à bras-le-corps, ce qui n'est aujourd'hui pas du tout le cas. Et en fait, même s'il y a des mécanismes de contrôle qui existent, et on va y revenir dans l'émission, aujourd'hui, de facto, on est dans une situation d'impunité dans la plupart des cas, soit parce que les cas ne sont même pas rapportés, ne donnent pas lieu à des plaintes, soit parce que les plaintes n'aboutissent pas. Et cette situation fait que non seulement des policiers se sentent autorisés à agir de manière soit volontairement, délibérément pas correcte, soit sont mis dans des situations où ils font des conneries, il faut le dire comme ça. Dans l'affaire Maouda, je suis certain que le policier n'a pas voulu tirer une balle dans la tête d'une petite fille de 2 ans, c'est certain. Mais il a été mis en situation où il avait une arme chargée et il a tiré alors qu'il n'aurait jamais dû tirer, en tout cas pas comme ça. Ici, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un conducteur, même jeune, se sente autorisé
à poursuivre un gamin de 11 ans dans un parc avec un SUV. Ça n'a aucun début de sens, quelle que soit l'infraction commise ou pas commise, ça n'a aucun sens. Et donc, oui, il y a un problème systémique parce qu'il faut des barrières, il faut à un moment, soit la passagère dans la voiture, soit quelqu'un dans le dispatching pour dire on arrête, ça suffit. En fait, c'est pas grave s'il s'enfuit, il n'y a pas de problème. Là, on a dépassé une limite, on met tout le monde en danger. Donc ça, c'est ce que vous estimez du côté de la Ligue des droits humains, Pierre-Arnaud Perouty. Avec nous, il y a aussi Patrick Beauce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué permanent pour la CGSP Police. Comment est-ce que vous réagissez à ce que dit ici Pierre-Arnaud Perouty ? Est-ce que vous avez, vous aussi, l'impression qu'il y a une série d'éléments qui ont été cités, le cadre déjà qui n'est pas rempli, des manques de formation, mais aussi un contrôle parfois défaillant, des règles qui ne sont pas toujours précisées ou des personnes qui ne sont pas toujours punies quand elles ne les respectent pas, tous des éléments qui auraient un caractère un peu systémique et permettraient quelque part ces violences policières. Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on ne peut pas faire un amalgame de tous les cas qui ont été recensés parce qu'il faut faire la distinction entre des violences volontaires et des accidents dramatiques ou des violences involontaires, ça c'est la première chose. Si je n'ai pas la même fibre politique que le ministre qui a parlé ce matin sur vos antennes, je le rejoins pour dire qu'il n'y a pas une façon systémique d'être violent à la police. Nous avons affaire à des cas effectivement qu'il faut prendre isolément, il faut les dénoncer, il faut les poursuivre si nécessaire. Et nous, on peut se revendiquer dans notre organisation syndicale d'avoir déjà dénoncé des violences policières, alors que nous sommes des policiers également, mais il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter. Il faut faire cesser ce comportement, mais c'est le fait d'une minorité, et là je tiens à insister, et quand on dit que les faits restent impunis, moi j'ai plutôt l'impression en tant que défenseur syndical qu'on est plutôt dans les faits contraires. Il y a beaucoup de sanctions qui tombent. Parfois, le public n'en est pas mis au courant, à part quand il y a un procès et qu'il y a une condamnation pénale. Mais il faut savoir qu'à côté de cela, il y a le droit disciplinaire à la police. On n'en fait jamais état, mais il y a beaucoup de policiers qui sont sanctionnés, parfois avec des sanctions lourdes. Ça va de la retenue sur salaire, mais ça peut aller jusqu'à la révocation. Mais donc, selon vous, Patrick Beauce, il y a bien parfois des cas de dérive, de violence usée de manière tout à fait disproportionnée, ou même des cas plus graves, où de manière volontaire, il y a des violences qui sont commises. Mais vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, pour considérer qu'il n'y a pas un enjeu systémique là derrière. Absolument. Réaction là-dessus, Pierre-Arnaud Perouty? Alors, absolument pas d'accord, mais peut-être d'abord saluer quand même le courage de ce syndicat qui a effectivement dénoncé des violences policières, et je pense en particulier à la manifestation du 24 janvier 2021 qui avait donné lieu à beaucoup de violences policières. Ironiquement, c'était une manifestation contre les violences policières d'ailleurs, et qui avait donné lieu à une nasse, à des arrestations violentes. Tout le monde avait été emmené aux casernes à Etterbeek. Ça avait donné lieu à des coups, à des injures sexistes, racistes incroyables, et des policiers eux-mêmes ont été tellement choqués qu'ils ont dénoncé cette situation auprès de leur syndicat qui l'a relayé. Donc je veux souligner ça parce que c'est suffisamment rare. Au-delà de ça, il y a eu trop de cas, en fait. Trop de cas dont on a connaissance. Et il faut bien se rendre compte que les cas dont on a connaissance, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, il y a un nombre énorme de faits quotidiens qui nous sont rapportés, que les policiers connaissent, que la hiérarchie connaissent. En off, ils nous le disent, ils savent très bien que ça se produit. De commentaires racistes, sexistes, des petites vexations quotidiennes qui ne sont jamais dénoncées nulle part parce que les jeunes n'osent pas, ne le font pas. Et donc, oui, quand on dit que c'est systémique, c'est parce que les autorités policières ne reconnaissent pas le problème aujourd'hui et donc laissent perdurer une situation qui pourrait vraiment être modifiée s'il y avait une volonté au niveau politique et au niveau des autorités hiérarchiques elles-mêmes. Et donc c'est en ce sens-là que c'est complètement dépolitisé. Si on se dit, mais oui, regardez telle situation, mais c'était un cas à part, et puis telle autre situation, c'était un cas à part, sans vouloir voir. Alors évidemment qu'il n'y a pas de continuité directe, de lien de cause à effet direct entre ces différents cas, mais il y en a beaucoup trop. Et donc on revient sur cette théorie de la pomme pourrie, c'est ce qu'on nous dit chaque fois. Oui, bien sûr, l'arbre va bien, mais en fait il y a une pomme pourrie de temps en temps, et donc elle tombe où il faut l'écarter parce qu'elle pose problème. Mais il y a eu tellement de pommes pourries dans l'arbre qu'on a envie de dire à un moment, c'est bien d'écarter les pommes pourries, mais il faut se poser la question de soigner l'arbre. Mais juste pour être sûr de bien comprendre ce que vous dites, quand vous dites violence policière systémique, on pourrait s'imaginer que ce soit dans les missions même de la police, dans la façon dont on forme les policiers, dont on réfléchit à comment doit fonctionner la police, qu'on irait vers une police trop violente, si on veut revenir à la fameuse phrase du sociologue Max Weber sur l'État a le monopole de la violence légitime, que quelque part on aurait poussé le curseur trop loin au point que cette violence ne serait plus tout à fait légitime. Est-ce que c'est ça l'enjeu, ou plutôt
comme vous semblez le dire ici, le fait qu'il y a de la violence qui existe, parce que c'est administré par des êtres humains, et que la police ne fait pas tout ce qu'elle pourrait faire, que l'autorité politique, que les autorités de police, que les organes de contrôle ne font pas tout ce qu'ils pourraient faire pour éviter que cette violence se produise. Est-ce qu'on la laisse proliférer ou est-ce qu'elle est quelque part presque organisée ? Non, elle n'est pas organisée, en tout cas pas jusqu'à un certain point. Dans certains cas, il y a des volontés politiques de mettre en place une violence qui est disproportionnée. Je pense à des répressions de manifestations contre le climat, notamment. Je pense à une manifestation Extinction Rébellion qui avait été réprimée de manière totalement disproportionnée. Dans ces cas-là, il y a une volonté. Mais dans la plupart des cas, non, c'est un cadre. Encore une fois, la plupart des policiers ne viennent pas en disant « je vais tuer un enfant », évidemment. Mais le fait de laisser ce cadre, quand je disais le cadre, je pensais plus au cadre normatif, au cadre légal, qui fait que les courses-poursuites ne sont pas suffisamment régulées, si ce n'est à travers la loi sur la fonction de police, l'usage de la force, qui doit être proportionné et nécessaire, mais aussi quelques directives du comité P dont on entend maintenant que le ministre va tenir compte, et c'est une bonne nouvelle, il aurait peut-être fallu le faire avant. Mais donc, c'est en laissant perdurer cette situation que ça prend ce caractère systémique. Alors Patrick Bos, justement sur cet enjeu-là, est-ce qu'il n'y a pas effectivement des problèmes dans la façon dont on contrôle certains comportements abusifs de policiers, dont on donne des directives? On a beaucoup parlé ces derniers jours de l'absence ou en tout cas du manque de directives sur comment doit se dérouler une course-poursuite, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes dans la formation des policiers? Toutes des choses qui font qu'une violence policière puisse s'exprimer sans que ce soit spécialement voulu, mais peut-être qu'on n'a pas voulu assez l'empêcher. Je pense qu'au niveau si on reprend l'exemple de la conduite de véhicules prioritaires, il y a effectivement un manque de formation, parce que dans le temps, les formations étaient beaucoup plus poussées, et on laisse aussi des jeunes conducteurs livrés à eux-mêmes. Vous avez un inspecteur qui sort de l'école, on l'oblige à avoir un permis de conduire et directement, s'il va à l'intervention, il peut être amené à conduire un véhicule prioritaire, alors que, tout le monde le sait, dans la conduite quotidienne même des gens, donc l'expérience vient en conduisant, avec l'âge, on prend de l'expérience en roulant. Et ici, livrés à eux-mêmes, quand ils ne sont plus encadrés par des anciens, eh bien, on peut avoir des accidents qui ne sont pas le fait d'une volonté, mais d'un manque d'expérience et d'un manque d'encadrement. Je vais vous citer un exemple. Quand j'étais au début de ma carrière, un jour, je suis amené à aller sur une intervention urgente en Côte 3. J'étais jeune conducteur et je tombe dans une rue qui est complètement encombrée. Il n'y a pas de possibilité de passage, mais le trottoir est complètement dégagé. J'ai emprunté, avec feu bleu et sirène, et je vous parle d'il y a 40 ans, le trottoir, parce que je ne voyais pas de danger puisqu'il n'y avait personne. Mais après l'intervention, quand on réfléchit à tête reposée, si quelqu'un était sorti à ce moment-là d'une maison, ou un enfant, ça aurait pu tourner au drame. J'aurais été fautif, bien évidemment. Il n'y a jamais eu aucune mauvaise intention de ma part. On est pris dans une sorte d'effet tunnel, où on doit arriver à un objectif, et on a tendance à trop se fixer sur cet objectif et plus regarder ce qui est autour. Et si j'avais été en patrouille à ce moment-là, avec un ancien, il m'aurait dit « Écoute, calme-toi, ça ne vaut pas la peine, on ne le fait pas ». Et maintenant, vous avez des jeunes à qui on reproche, par exemple, de ne pas conduire assez vite sur les lieux d'une intervention. Moi, je siège dans une... Qui reproche ça à ces jeunes? Eh bien, par exemple, des chefs de corps. Moi, je siège dans une commission paritaire où des jeunes policiers ont raté leur stage. Et on trouve comme excuse qu'ils ne conduisent pas assez bien un véhicule de police. Et on leur fait rater leur stage pour ça et ils risquent de perdre leur travail. Moi, je trouve ça aberrant. Un jeune qui sort de l'école n'a pas d'expérience et on ne peut pas lui reprocher de mal conduire. Il faut tout simplement empêcher les jeunes de conduire des véhicules prioritaires sans avoir l'expérience requise. Mais ça, c'est dans un monde idéal, quand on n'a pas un manque d'effectifs criant, comme c'est le cas actuellement. Donc manque d'effectifs, manque de formation, ça ce sont des enjeux. Sur le contrôle, mauvaise formation. Est-ce que vous avez l'impression que le contrôle, il est suffisant aujourd'hui, Patrick Bos, que toutes ces pommes pourries, si on reprend cette image-là dans l'arbre, sont vraiment suffisamment traitées et prises en compte? Faisons la distinction, un mauvais conducteur n'est pas une pomme pourrie. Quand je parle d'une pomme pourrie, je pense par exemple à des policiers qui commettent des violences volontaires sur des gens quand l'usage de la force n'est pas nécessaire. Ici, en matière de roulage, c'est beaucoup plus sensible et beaucoup plus complexe. Et on sait qu'il y a une enquête, c'est important de le rappeler aussi, qui va se dérouler et qui va permettre d'éclairer les circonstances précises de ce qui s'est passé avec Fabien. Le contrôle est très très bien fait en Belgique. Et il est multiple. Le problème que nous avons au niveau du contrôle, c'est qu'il ne peut pas être
anticipatif et préventif. Le contrôle, il intervient souvent après. Parce qu'avant, on fait des recommandations, mais si on n'a pas les moyens de mettre les recommandations en pratique, on va vers l'incident. Alors justement, sur les recommandations, on va venir à un organe qu'on a déjà évoqué très brièvement, c'est le comité P, qui est censé être l'organe qui contrôle démocratiquement, au fond, le fonctionnement des forces de police. Et pour en savoir un petit peu plus sur cette institution, eh bien, on va s'y pencher avec Pauline Rivière. Le comité permanent de contrôle des services de police, communément appelé comité P, est un organe de contrôle externe de tous les fonctionnaires de police en Belgique. Il a été créé en 1991 suite aux conclusions de la commission d'enquête réalisée après les tueries du Brabant et le constat d'un certain nombre de défaillances dans le fonctionnement de la police. La recommandation de cette commission était de créer un organe externe qui n'aurait pas de fonction disciplinaire mais une mission de supervision. En d'autres termes, il serait chargé de contrôler la manière dont les missions de police sont exécutées et devrait régulièrement faire rapport au gouvernement et au Parlement. Le comité P est contrôlé par la Chambre des représentants qui nomme ses 5 membres effectifs. Il enquête sur les signalements de dysfonctionnement organisationnel, structurel ou individuel des services de police, sur des négligences ou des erreurs graves, sur base de plaintes de citoyens, à la demande du Parlement ou à l'initiative même du comité. Les inspecteurs du service d'enquête du comité P ont des accès élargis à des documents internes, ils peuvent auditionner des policiers et visiter des locaux. Le comité P analyse ces éléments et publie ensuite un rapport et ses conclusions. Il ne peut pas sanctionner des fonctionnaires, mais fait des recommandations à court, moyen et long terme pour améliorer le fonctionnement des services de police. Dans certaines affaires, comme celle de Fabiane, la responsabilité individuelle des policiers peut être engagée et une enquête judiciaire ouverte, en plus de l'enquête du comité P sur la responsabilité organisationnelle du corps de police. Le comité P est donc un organe d'audit qui doit contribuer au bon fonctionnement d'une police démocratique et intègre et qui veille à la manière dont les droits fondamentaux et les libertés sont respectés lors de l'exercice de la fonction de police. Voilà, le comité P, c'est un des organes de contrôle, cette espèce d'organe d'audit qui formule des recommandations, on l'a dit. Il y a aussi une inspection générale de la police qui est censée justement poursuivre des cas de dérive de certains policiers. Puis la justice aussi qui joue son rôle et parfois des condamnations. Vous estimez, vous, Pierre-Arnaud Perotti, qu'aujourd'hui, on a un problème, ou en tout cas que ce contrôle n'est pas suffisamment efficace, efficient ? Mais on a un problème dans le sens où la situation ne change pas sur le terrain. Et dans ce que vous avez mentionné l'inspection générale, mais il y a encore les services de contrôle interne au sein de chaque zone de police, qui est obligatoire. Et puis il y a d'autres formes de contrôle. Il y a évidemment la justice, il y a moyen de déposer plainte, il y a des enquêtes qui peuvent se faire, il y a le contrôle social par la presse, l'enquête des journalistes, par les ONG, par les citoyens, les collectifs. Donc les moyens de contrôle existent. Ils existent. Il y en a même presque trop. On a envie de dire, c'est que pour les personnes, c'est difficile de se rendre compte et de comprendre les nuances, de savoir qui fait quoi. Est-ce que je dépose plainte devant un juge d'instruction, au commissariat de police, est-ce que je vais au comité P, à l'inspection, qui va faire quoi, quels sont les rapports entre eux. Nous, au terme d'un rapport qu'on a produit à la Ligue des droits humains, on a parlé de jungle des mécanismes de contrôle parce que les gens ne s'y retrouvent plus, en fait. Et l'autre élément, c'est que le comité P, d'abord, nous, on le dit, même si ça ne leur fait pas plaisir, qu'il reste aujourd'hui un problème d'indépendance du comité et de conflit d'intérêts potentiel parce que l'essentiel de sa cellule, de son département d'investigation, en fait, est composé de policiers, d'anciens policiers ou de policiers qui sont détachés et qui ensuite retourneront dans leur service à leur première affectation. Et ça pose un problème simplement de diversité des points de vue et de conflit d'intérêts potentiels. On aimerait vraiment beaucoup qu'il y ait aussi peut-être des juristes, des médecins, des sociologues, des psychologues qui contribuent à élargir, disons, l'expertise au sein du comité. Mais donc, le fond du problème, au-delà de ce problème d'indépendance, c'est que ce comité n'a jamais été conçu au départ pour les victimes. Il a toujours été conçu, comme vous l'avez rappelé dans le sujet, non seulement suite aux tueries du Brabant, mais aussi à l'affaire du Trou. On a constaté qu'il y avait parfois des problèmes, des vrais problèmes de concurrence entre services de police. Et donc, on a voulu créer un organe qui allait surplomber un peu tout ça et donner un avis sur le fonctionnement général des services de police. Mais donc, il n'est pas là en première ligne pour les victimes. Et donc, il n'est pas très surprenant que les victimes soient très frustrées. Parce qu'aujourd'hui, quand ils déposent plainte, en fait, dans la plupart des cas, le comité P renvoie vers les services de contrôle interne en disant justement c'est un problème individuel, c'est un policier qui a mal fait son boulot, réglez ça au niveau de la zone, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas un manque là, à ce niveau-là, malgré le fait qu'on a énormément de dispositifs de contrôle et qu'on est parfois un peu perdu, comme le disait Pierre-Arnaud Perouty, Patrick Beauce, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'une forme de guichet où les citoyens pourraient s'adresser et avoir de vraies réponses qu'ils n'ont pas forcément avec ce comité P, qui peut leur donner l'impression de ne pas vraiment traiter leurs plaintes, puisqu'au fond, il n'y en a qu'une partie qui vont retourner vers la justice, par exemple, et peu qui vont aboutir à des condamnations in fine, par exemple. Et donc, on entend beaucoup de citoyens qui ont l'impression que ça ne sert à rien de s'adresser au comité P. Mais si, parce que même si ce n'est pas le comité P qui poursuit l'enquête, les plaintes sont actées dans un procès-verbal, transmises au parquet, et c'est le parquet qui décide des suites. Et en fonction des spécificités ou de l'infraction commise, le parquet va réorienter le dossier, soit vers le comité P, soit vers l'inspection générale, soit pour des faits plus minimes vers le contrôle interne, effectivement. Et là, on peut se poser la question de savoir si on ne risque pas d'étouffer l'affaire. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Mais ça arrive parfois, d'après ce que vous posez comme question. Affaires. Non, mais de prendre à la légère quelque chose qui, pour le citoyen, peut être choquant. Je vais vous donner un exemple. Ce qui est récurrent, ce sont des gens qui s'adressent dans un commissariat pour déposer une plainte et ils sont éconduits parce qu'ils sont tombés sur un policier fainéant qui ne veut pas acter leur plainte et on renvoie ces gens sous un prétexte ou l'autre. Ça, ce sont des fautes qui, pour le policier, il va dire « c'est pas tellement grave ». Mais pour la victime, c'est très grave, parce qu'on n'a pas la même perception des choses. Et là, le contrôle interne a un rôle très important à jouer. Et l'avantage du contrôle interne, parce qu'il y a un avantage aussi, c'est qu'il connaît les spécificités de la zone, son organisation, mais souvent aussi les policiers qui dysfonctionnent sont connus. Et ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent. Et là, à ce moment-là, il y a moyen d'agir au niveau disciplinaire. Et sur le manque d'indépendance du comité P, ça a été déjà pointé aussi politiquement par certains partis, de dire on a presque les 3/4 des enquêteurs du comité P qui sont eux-mêmes des policiers qui peut-être sont amenés un jour à retourner dans la police. Est-ce que c'est vraiment un gage d'indépendance, ça, sur des sujets complexes sur lesquels il faut aller enquêter? Oui, parce qu'il faut quand même que la personne qui va faire l'enquête connaisse le métier de policier. Et donc le fait d'avoir été un policier et d'avoir la qualité d'officier de police judiciaire, c'est un avantage, parce qu'on sait comment les choses peuvent se passer sur le terrain. Donc cette expérience et cette expertise, elle est indispensable. Brève réaction, Pierre-Arnaud Perouty, en 10 secondes. Non, je pense pas. Je pense que c'est intéressant d'avoir des policiers dans l'équipe, mais au contraire, il faut élargir à d'autres perspectives. Et c'est ce qu'ont fait les Anglais, d'ailleurs, de manière très réussie. En fait, ils ont intégré beaucoup d'autres compétences dans les enquêtes et on a vu que ça a donné des résultats. On sent donc ici deux visions qui s'opposent sur ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au sein de la police. Avec, d'un côté, la Ligue des droits humains, mais aussi beaucoup d'autres organisations citoyennes qui listent depuis de nombreuses années toute une série de faits et parlent d'un problème systémique de violence policière en appelant à permettre un meilleur contrôle par la société, un vrai contrôle démocratique et transparent de la façon dont on fait aujourd'hui usage de la force. Et puis, du côté policier, même si on ne nie pas, vous l'avez entendu, certains vrais problèmes, on les considère plutôt comme une somme de cas individuels, d'usage de violences disproportionnées, de dérives parfois volontaires, parfois involontaires, mais sans que les syndicats policiers ou la hiérarchie de la police y voient le produit d'un système. En attendant, il y a un fait que l'on peut constater, c'est la crise de confiance qui se creuse aujourd'hui entre la police et certains citoyens, en particulier des citoyens jeunes dans des quartiers plus précarisés. Avec alors des risques de cercles vicieux, une défiance qui grandit vis-à-vis des policiers, des contextes d'intervention qui dès lors deviennent de plus en plus compliqués et des risques de dérapage d'autant plus importants, pouvant alors alimenter encore ce cercle vicieux. Voilà, c'était Les Clés, un épisode que l'on se promet de compléter encore par d'autres sur le sujet dans les mois qui viennent. Merci de nous avoir suivis, merci à Antoine Duhartz pour la réalisation sonore. À la préparation, il y avait Pauline Rivière et Arnaud Reussen. Si vous souhaitez nous écrire, je vous rappelle l'adresse lesclés@rtbf.be.